Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Alex Jaffré. Bonjour Jérôme. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence en personne, musique. sachez-le. Il y en a un que vous aimez bien, en tout cas, vous venez d'en parler. C'est Jean-Sébastien Bach et l'œuvre que vous préférez, c'est les Variations Goldberg, et plus précisément l'interprétation qui en est faite par Glenn Gould. On peut entendre un enregistrement studio qui date de 1981. Vous voulez me faire chialer, c'est ça l'idée. C'est le concept. Vous nous avez cité Je vous l'avais dit. Vous nous avez cité cette musique comme l'une de vos préférées, donc on est dans les cases. Et en tout cas, effectivement, cet enregistrement, donc, il date de 1981, soit un an avant la mort de Glenn Gould. On rappelle en effet que cet immense pianiste a été terrassé par un AVC en 82, alors qu'il venait tout juste de fêter ses 50 ans. Alors Glenn Gould, vous parliez de Bach, eh bien il doit sa notoriété à Jean-Sébastien Bach et à son interprétation des Variations Goldberg qu'il avait joué une première fois en juin 1955, enfin qu'il avait enregistré plus exactement, et qui lui avait valu d'être encensé par la critique et le public. C'est ça qui a propulsé sa notoriété et sa carrière. Rendez-vous compte, nous sommes donc en 1955. Glenn Gould n'est pas encore connu, il donne ses premiers concerts et suite à son premier disque des Variations Goldberg, il est soudainement demandé par tout le monde. Karajan, le célèbre chef d'orchestre autrichien, le réclame pour Berlin, tandis que Nikita Khrouchtchev veut lui à tout prix l'entendre à Moscou. Alors Glenn Gould se produit partout et son talent fait autant parler de lui que son excentricité. Et ceux qui l'ont vu en concert se souviennent de sa position très particulière au piano. Il se penchait en effet très en avant sur son clavier, le visage au niveau des touches. Et il y a une anecdote assez croustillante, parce que cette position, qui était donc sa préférée pour jouer, il la tenait grâce à l'emploi d'une chaise pliante adoptée au piano, fabriquée par son père en 1953, puisque son papa avait scié les 4 pieds de cette chaise pour qu'elle soit à la hauteur pour jouer, en tout cas dans la position qui convenait à Glenn Gould. Alors cette chaise accompagnera Glenn Gould durant toute sa vie d'artiste, pendant 30 ans. C'était son modèle unique. Et même une fois totalement délabré, Glenn Gould ne jouait jamais sans cette chaise qu'il rafistolait comme il le pouvait. Le coussin de l'assise s'était abîmé de concert en concert jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Mais Glenn Gould resta fidèle à la chaise de son papa jusqu'au bout. Un papa qui, on le rappelle, dut prendre la terrible décision de débrancher son fils après l'AVC de Glenn Gould en 1982. Ouais, c'est une histoire très émouvante. Vous connaissiez cette histoire, Alex Jaffray ? J'ai une réplique de la chaise chez moi. C'est vrai ? Oui, évidemment une réplique que la mère de mes enfants m'a offerte. Non, mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, il y avait 2 chaises. Ils ont découvert ça il n'y a pas très longtemps. Il y avait la chaise sur laquelle il jouait chez lui et la chaise qu'il transportait. Et parfois, il passait d'une chaise à l'autre. C'était un grand mystificateur, à la fois un génie et un mystificateur. Je peux rajouter une anecdote que j'adore. Un jour, il y a un journaliste qui dit Glenn Gould, il paraît que vous vous promenez avec 2 valises quand vous allez en tournée, avant qu'il arrête de faire la tournée, très jeune, à 32 ans. Il fait vous avez 2 valises. Vous avez une valise de médicaments et une valise avec votre chaise pliante. Et Glenn Gould fait, c'est très exagéré. J'ai 2 valises de médicaments. et vous avez vraiment une réplique de cette chaise ? Oui, État de siège, un sublime magasin au bout du Pont-Neuf, a fait avec René Bouchara une réplique de la chaise. Et voilà, il y en a eu quelques exemplaires. Voilà. Donc j'ai cette réplique à l'échelle 1, puis une réplique un peu plus petite. Je suis assez fan. Ah, c'est beau, Je suis assez fan. Vous l'avez collé au mur ? Glenn Gould ? Non, la chaise. La chaise. Non, j'ai Glenn Gould. J'ai un portrait de Glenn Gould qui a été offert aussi par ma femme. C'est un portrait qui s'appelle The One Shoe. Vous voyez Glenn Gould sur une chaise et il a une seule chaussure. Et personne ne sait pourquoi. Et la photo est là et c'est génial. Et on ne sait pas où est passée l'autre chaussure. Il a cette tête comme ça de passionné et de possédé. Enfin, voilà. Bon, je suis fan, ça se voit, ça s'entend. Oui, mais on sent aussi que vous êtes très passionné. On va poursuivre dans votre univers musical. On ne s'arrête pas là, Alex Jaffray, avec une artiste pour qui vous avez eu aussi un vrai coup de cœur. Oui, alors là, changement total de rythme, enfin de style, puisque cette artiste, c'est Kate Burns, ou Cat Burns, je ne sais pas comment on prononce, dont le titre Go, sorti en 2020, a changé sa vie. On écoute un extrait. Try calling yesterday, but got your voicemail again. Rushed over to your uni hall, so I leave in your place. You said you fucked up on a night out. You drank way too much, you're feeling bad now.
You're trying to figure On out peut entendre le titre Go, Très beau. composé l'année des 18 ans de la chanteuse. Une chanson écrite par l'artiste à vif, toute seule dans sa chambre, suite à une rupture difficile. Alors de nature timide et réservée, la musique est pour elle, dès l'adolescence, une sorte de refuge qui l'aide à surmonter ses peurs, ses angoisses. La musique, une porte de secours qui permet à Cat Burns de prendre confiance en elle et de s'assumer. En 2019, elle sort de son cocon et fait son coming out en revendiquant fièrement son identité de femme noire queer. Et puis la notoriété mondiale arrive en 2020 grâce à TikTok. Son titre Go fait un véritable carton sur ce réseau social. Un succès soudain que l'artiste n'avait pas du tout vu venir et qui lui vaut aujourd'hui d'être signée chez Sony et de faire une tournée mondiale. Pour ceux que ça intéresse, elle sera en concert le 13 mai prochain à Paris, à l'Accor Hotel Arena. On va pas rater ça et on poursuit avec de la littérature. Alex Jaffray est votre livre préféré. Oui, ce livre, c'est Vivre avec nos morts. Il est signé d'une personne que les auditeurs de Radio J connaissent bien. Et que nous avons reçu dans cette émission, bien Elle sûr. était ici même à votre place dans cette émission le 19 septembre dernier. Il s'agit évidemment de Delphine Orviller. Alors Vivre avec nos morts, c'est donc un essai paru en 2021. Et dans cet essai, Delphine Orviller évoque le douloureux sujet de la mort. Elle qui, en tant que rabbin, a pris de nombreuses fois la parole lors d'enterrements. Alors dans ce livre, l'auteur superpose 3 dimensions. Le récit d'une vie interrompue, la réflexion avec la manière de donner un sens à la mort à travers les textes sacrés, et puis la confession avec la remémoration de souvenirs parfois ensevelis, bien de sûr. vous couper un tout petit peu parce Oui. que dans cette manière d'écrire, je sens aussi la manière d'écrire une chanson finalement. Le récit, la réflexion, la confession, c'est un peu ça l'idée. C'est très juste. J'ai la chance d'avoir rencontré plusieurs fois Delphine, qui est une personne, enfin, je ne vais pas vous dire ça à vous qui l'avez reçu ici, qui est un personnage incroyable. Et ce livre, je pense qu'il peut sauver des vies. Ouais. Oui, moi, j'ai pas eu la chance de le lire et je lui avais dit, Delphine, j'ai un regret, c'est de ne pas vous avoir reçu pour ce livre-là. Bien sûr, je peux rattraper en lisant, mais avec tout ce que je vais lire pour cette émission, mais avec joie. Et c'est un regret parce que j'aurais vraiment aimé qu'on en parle. Et justement, c'est l'occasion de développer avec vous, Jérôme. Voilà, parce que comme le dit Delphine Orviller, nous vivons tous avec nos fantômes. Et pour elle, les récits sacrés permettent d'ouvrir un passage entre les vivants et les morts. Elle ajoute que le rôle d'un conteur, donc elle en l'occurrence, est de se tenir à la porte pour s'assurer que ce passage reste ouvert et permette à chacun de faire la paix avec ses fantômes. C'est la leçon de ce livre. Et on a envie de vous demander, Alex Jaffray, pourquoi ce livre vous a touché ? Est-ce que le sujet, justement, de la mort, c'est quelque chose qui vous préoccupe ou... Alors là, sujet. vous m'avez pas eu avec les variations Goldberg, mais là, vous allez m'avoir. J'ai perdu mon papa il y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que ce livre m'a beaucoup aidé, je dois dire. Parce que c'est ce passage dont parle Delphine, et il y a aussi une autre citation que j'aime beaucoup qui parle de la disparition et du deuil, qui dit je ne suis pas là, je suis dans l'autre pièce, continuez à parler de moi comme si j'étais encore là. Et c'est important, c'est vrai, ces fantômes, ces gens qui ne sont plus là et dont l'absence est encore plus cruellement présente. On va péter l'ambiance, les gens vont se pendre. Arrêtez tout de suite. Vous voulez pas qu'on mette la compagnie créole, un truc un peu quand même ? Pour rebondir sur un truc peut-être plus réjouissant, quand vous nous avez demandé quelles étaient vos lectures préférées, vous nous avez cité les SMS de ma fille. Alors j'ai trouvé cette réponse très touchante. Alors forcément, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'elle vous écrit, votre fille ? Eh bien, pas grand-chose. Des petits cœurs. On s'écrit, j'espère, tous les matins avant de partir à l'école. Voilà, elles sont grandes maintenant. 24 et 16. C'est des grandes filles. Et c'est vrai que quand vous arrivez à l'adolescence, pour ma Margot adorée, il y a de moins en moins de SMS. Vous devenez fonctionnel, vous savez, en tant que parent. Donne-moi un peu de sous, tu peux aller chercher le pain, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il n'y a pas de plus belle aventure que ça, je tiens à le dire. Je me permets juste un petit parallèle auquel je pensais juste avant cette transition avec un livre que je pense qui pourrait vous intéresser à lire. C'est l'autobiographie d'Olivier de Kersauzon qui parle lui aussi de ces fameux fantômes que j'aimerais recevoir bientôt. Donc en même temps, si on nous entend, l'invitation est lancée. Et on termine cette chronique avec du cinéma, ou plus exactement un documentaire qui vous a plu, Alex Jaffray.
Oui, il s'agit de If These Walls Could Sing, si ces murs pouvaient chanter en français. Un documentaire disponible depuis novembre sur Disney+. Alors mis en image par Mary McCartney, la fille de Paul McCartney. Ce documentaire nous plonge au cœur des mythiques studios d'Abbey Road, qui ont fêté leurs 90 ans, même 91, et qui sont ni plus ni moins les plus vieux studios du monde en activité. Alors si ces studios sont évidemment associés aux Beatles, ils ont accueilli de nombreux artistes comme Elton John, Pink Floyd, les Rolling Stones, Oasis, Lady Gaga, Radiohead, Robbie Williams et même Claude François qui a enregistré son unique album en anglais. C'était à l'été 77, moins d'un an avant sa mort. Alors les murs de ce studio ont donc été témoins de formidables destins qui sont donc racontés dans ce documentaire. On rappelle qu'à l'origine, dans les années 30, ces studios étaient destinés à enregistrer de la musique classique uniquement, avec notamment Yehudi Menuhin qui a enregistré là-bas. Et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont servi à la propagande du gouvernement britannique et de la BBC, et donc à la résistance évidemment. Et puis dans les années 50 et 60, ils sont évidemment devenus le temple du rock. Alors si les murs de ces studios pouvaient parler, nul doute qu'ils auraient beaucoup de choses à raconter. Et puis comme le disait Joseph Raoul Ponchon, un poète et écrivain français, ne me demandez pas où j'ai été le chercher, et c'est sans doute la situation qui correspond le plus au studio Abbey Road. Si les murs pouvaient parler, ils gueuleraient comme des sourds. Merci mille fois Jérôme Goulon. Allez tout de suite.